Donc, Barthélemy Conti, donc vous êtes chercheur associé à l'école. Vous êtes spécialiste, disons, de l'islam européen. Vous avez beaucoup travaillé sur l'Italie, notamment, premier ouvrage en 2014. Et puis après, vous avez donc publié d'autres ouvrages aussi sur donc l'islam en Europe. Et puis, dans ce livre, voilà, vous étudiez notamment, en fait, la vie des musulmans, hein, jusque même après les attentats de 2016. C'est un tournant que vous, vous analysez bien, et les différentes organisations, non seulement qui se réclament de l'islam, mais aussi au-delà, puisque vous dites que c'est qu'une communauté parmi d'autres, catégorie d'action pour les acteurs. Vous montrez bien dans votre dernier chapitre, enfin, dans les derniers chapitres, à quel point en fait ils sont engagés dans bien au-delà en fait juste de l'islam, et en fait ça fait la vie d'une municipalité, enfin une communauté urbaine comme celle de Nice. Je vous remercie beaucoup de nous présenter ce travail qu'on a soutenu à l'ISM avec beaucoup de joie. On a relu jusqu'à la fin, donc on est très content. Et vous avez donc un discutant qui, géographiquement et intellectuellement, était le plus approprié. Que... Nice-Marseille, on est Oui, mais voilà, il y a Marseille. dans un rapport de pas de haine, mais presque. Donc Vincent, voilà, Vincent Gesser. Non, pas de haine. Pas de haine. Vincent Gesser, donc La différence. c'est notre collègue donc, du CNRS et qui dirige l'IREMAM depuis maintenant quelques 2 ans, je crois. Ça fait 2 ans et demi. Voilà, 2 ans et demi. Oui. Voilà, que l'on connaît à la fois ses travaux sur l'autoritarisme, le syndrome autoritaire, etc. Donc, il fait partie du premier ouvrage que j'avais lu de Vincent Gesser, à l'époque où c'était qu'un nom sur la couverture, et qui donc travaille en particulier pour ce qui m'intéresse aujourd'hui, au-delà de toutes ces publications qui sont très nombreuses, donc sur le Proche-Orient notamment, puisque vous avez longtemps été à l'IFPO, notamment sur donc, en fait, l'équivalent de ce que fait un peu Bartholoméo, mais sur la ville de Marseille. Tout à fait. Oui, Donc, c'est proche. voilà, il y a Ouais, beaucoup. ouais. J'imagine qu'il y a aussi quelques différences, vous en parliez à l'instant, mais donc on est très content de vous recevoir tous les deux. Et on vous remercie à la fois d'avoir trouvé le temps de présenter cet ouvrage, de le discuter, et puis à vous tous donc, de participer à la discussion. Donc vous présentez un petit peu l'ouvrage, Vincent le discute aussi, il garde un petit peu de temps. Après, on peut aussi le discuter Voilà. avec les personnes. Hein, C'est important qu'on puisse vous poser nos questions, qui sont probablement nombreuses. Merci. Voilà. D'abord, je vous remercie pour avoir organisé cette journée, vous et toute l'équipe, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui se sont engagées dans l'organisation. Hein. Donc, j'ai vraiment les remercie beaucoup. Je suis reçu des messages personnels de certaines personnes qui appréciaient l'ouvrage, ce qui me fait plaisir encore plus parce que j'ai écrit ces livres fondamentalement pour les gens, pour les premiers destinataires de ces livres sont les Niçois et les Niçoises. Parce que c'est la même chose que j'ai fait pour la ville de Nice. Et après, on parlera aussi de la réception de ce livre à Nice, que c'est beaucoup plus complexe. Et je remercie Damien Vincent pour avoir accepté tout de suite d'être le discutant de cet ouvrage. Alors, j'ai pris un petit demi-heure non, pour présenter. J'essaie de présenter les livres dans ces grandes lignes. Et j'essaie d'abord de présenter pourquoi j'ai fait ces livres. Oui, pourquoi j'ai fait ce travail? Parce que je n'appelle pas livre. Moi, je l'appelle le travail que j'ai fait à Nice. C'est un long travail qui a pris beaucoup d'années. D'abord, je l'ai fait et je reviendrai tout de suite, parce que quelqu'un qui s'appelle Razak Fetnan, qui est un militant associatif de la ville de Nice, m'a sollicité en 2017 et je reviendrai tout de suite. Et après, donc, pendant la première période, on a fait un travail avec Razak Fetnan et après, j'ai développé la deuxième partie dans le cadre d'un projet international qui s'appelle Quest. Quest, c'est un projet européen qui a duré 3 ans géré par les HSS, dans les centres d'études de mouvements sociaux, avec Alexandra Poli, qui était la directrice du projet, et avec impliqué aussi des chercheurs d'Angleterre, Norvège, Espagne. Et l'idée, c'était de voir comment, dans les différents espaces urbains, on dépasse ces espèces de clivages et de polarisation dominantes aujourd'hui dans les sociétés européennes, hein, donc autour de l'islam, etc. Et donc, ce travail avec mes collègues donnera bientôt un numéro spécial de la revue Ethnic and Racial Studies, où on analysera les différentes villes où nous sommes justement, et on va voir qu'il y a différentes manières d'être musulman, et je mets beaucoup de guillemets, dans différents espaces urbains et dans différents contextes européens. Dans tout ça, la ville de Nice est sûrement une des villes les plus complexes de ce côté-là, les plus polarisées, je dirais aussi. Alors, je vais très vite venir. Pourquoi je vais à Nice? Je vais à Nice parce que je suis sollicité par Razak Fetnan, fin 2017, qui me pose la question pourquoi, après 3 ou 4 décennies d'action militante, on n'arrive pas à faire bouger les choses.
comment on peut créer une dynamique collective qui permet de repenser la citoyenneté, le rapport à l'espace, etc. Et cette question, lui me la pose, il vient à Paris, ici dans ses locaux, pour me solliciter. Et là, on commence un travail ensemble qui dure, ça dure plus d'un an et un an et demi, dans lequel la première phase, c'est celle d'analyser une dizaine d'actions collectives menées dans la ville de Nice par la communauté arabo-musulmane. Alors, je reviens sur les termes. Arabo-musulman, c'est ce que j'utilise parce qu'il utilisait mon interlocuteur. Je donne toujours la priorité au langage des personnes qui utilisent. Hein, mais c'est toujours une question, parce qu'après, on parle des musulmans dans la ville. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Les guillemets sont toujours, je mets des guillemets de partout. Mais donc là, on analyse toutes ces actions qui étaient menées pendant une vingtaine d'années, voir qui les a sollicitées, pourquoi on a fait l'action, quel était l'objectif, qui on a mobilisé, quel rapport avec l'institution, qu'est-ce qu'elle a produit en termes de dynamique collective. Et là, en analysant tout, alors, suite à ce début du travail, je vais à Nice plusieurs fois. Jamais j'aurais pu rencontrer tant de gens sans Razak Fenan. Pour vous donner une idée, la première fois que je suis allé, il y avait une table comme ça avec une vingtaine de personnes, dont la moitié c'était des imams du département. Et là, pour moi, pour discuter pendant 3 heures de qu'est-ce que c'est la situation dans le département des Alpes-Maritimes. Donc, pour vous donner une idée, après, j'ai rencontré des gens de la préfecture, des gens des municipalités, des chercheurs, des associations, toute une variété de personnes. Et là, ce qui est sorti de cette première phase, c'est celle, il y avait un sentiment très profond qui traversait les institutions, les acteurs associatifs, les jeunes, les acteurs aussi religieux, d'une sorte d'immobilisme, d'un échec perpétuel, d'une incapacité d'avancer. Les choses sont pas, ils avancent pas, on recule. C'est vrai ou c'est pas vrai, c'est pas seulement la question. La question, c'est la perception qu'on a. On a une perception qu'à un moment donné, qui devient sens commun. Donc, de manière transite entre les générations, transite entre les espaces, transite entre les acteurs. Au fond, devient un sens commun de la vie dans lequel, sur ces questions-là, d'autres bien évidemment, non, on a l'impression qu'on n'avance pas. Et, et, et donc, la conséquence, c'est quoi? On pense que ce qu'on fait devient un peu inutile, qu'on est un peu dans l'idée d'être comme des Sisyphes qui poussent la pierre en haut et en bas. Donc, on fait toujours un perpétuel retour. Cela a une conséquence majeure. Et après, l'action devient inutile. Au fond, l'action collective devient inutile. Donc, ça veut dire que les personnes se retraitent, se réfugient dans une approche très individualiste, subjective, presque dans une chose égoïste. Hein, mais égoïste, l'individualisme d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement relatif à ces sujets-là. Et on se réfugie dans une forme d'identité ou d'identification, comme si on est toujours menacé de quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu très, très fort. Alors, on l'a vu, et on voit tout, c'est après les manières, les modalités, les engagements individuels et collectifs pour sortir de cela. Alors donc, qu'est-ce que je vais voir à Nice? Alors, petit à petit, c'est pas moi qui décide qu'est-ce que je vais voir à Nice, mais c'est le terrain qui m'oblige à aller voir une chose, à chercher quelque chose que j'appelle les mouvements. Les mouvements, ça veut dire, en analysant les blocages, l'historique, comment s'est construit une ville, comment s'est construit les relations interpersonnelles, intercommunautaires, à l'intérieur de la communauté, entre les quartiers, entre les générations, entre migration établie, etc. Comment, à un moment donné, c'est quoi que nous dit l'évolution qu'on a? Comment retrouver c'est que Edmund Rosa, qui est un philosophe et sociologue allemand, parle du sens du mouvement. Quand on perd le sens du mouvement, au fond, on perd la capacité d'agir. Au fond, on devient des animaux pas politiques. On devient des animaux privés, rageux, et on peur. Hein, parce que la peur, là, c'est quelque chose qui domine un peu l'espace public, pas seulement en Nice, mais largement sous ces questions-là. Alors, donc, je vais chercher ce que j'appelle les mouvements. Les chercher, l'identifier, les nommer, donc les donner un nom, donc comment s'exprime. Et donc, ce travail-là, c'est un travail positiviste. Justement, je ne vais pas voir tous les archives, je ne vais pas voir les différents processus décisionnels. Je vais pas. J'ai fait ce travail. J'ai accès à plusieurs archives personnelles de la presse pendant 30 ans. Je vois des documents, etc. Mais à un moment donné, ce n'est pas ce qui m'intéresse. M'intéresse, au fond, de capter quelque chose. J'essaie de capter ce qu'est l'atmosphère qui domine dans une ville. L'atmosphère, c'est quoi? C'est tout ce qu'on ne voit pas
qui permet au fond de dire quelque chose ou ne pas dire, de faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose. L'atmosphère, au fond, est ce qui détermine l'espace du possible. Si demain on s'imagine des citoyens en part entière, c'est parce qu'on pense que c'est possible. Si demain on peut rêver d'être des présidents de la République, opposition, maire, étant d'origine immigrée, par exemple, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une possibilité de ça. On pense à New York, à Mandani qui devient maire. Parce qu'il y a un moment donné, c'est un possible qui s'ouvre. Alors que je vais chercher cette atmosphère qui au fond, rien bloque et comment on peut s'ouvrir dans le mouvement. Donc, ça, c'est donc le travail que j'ai réalisé est déterminé par les terrains, par ce que je recevais. Et ça, souvent, c'est pas. Ça, pour moi, c'est important parce que j'ai dû combattre avec moi-même. Hein, à un moment donné, on a envie de regarder certaines choses, au moins les terrains nous amènent vers quelque chose d'autre. Donc, on est. Et là, je parle souvent de recherche-action, de recherche participative, parce qu'à un moment donné, c'est les acteurs eux-mêmes qui déterminent les catégories, les manières, la chose qu'on va se questionner. Ah, tout de suite, j'ai sauté une page, mais. Et donc, alors, maintenant, je décris très rapidement ce que je trouve, en termes de blocage, hein, comment c'est structurer quelque chose, et après, comment on va chercher les mouvements, et quel type de mouvement on va trouver. Je vais très rapide hein, pour lire le livre parce que c'est plus complexe, mais d'abord, Nice. Nice est une ville magnifique, une ville d'une beauté particulière, axée où le tourisme est un élément central. Il y a 5 millions de touristes par an. C'est une ville qui s'est construite autour hein, de l'accueil, avec une conséquence très importante pour celle qui nous concerne, qui est le besoin de main-d'œuvre, pas ouvrière, hein, main-d'œuvre pour faire fonctionner toutes ces machines. Pas seulement à Nice, on a beaucoup d'endroits, mais Nice c'est très particulier. Et avec une autre chose, cette main-d'œuvre aussi, la tendance à la mettre là où on la voit moins. Il y a une question de visibilité, invisibilité qui structure la ville. Et ces processus de main-d'œuvre, alors, justement pour sortir de la focalisation sur les populations arabes, maghrébins ou musulmanes, hein, les termes évoluent dans les temps, ils ont chacun, je ne reviens pas sur ça, mais ils ont focus seulement sur ça, comment évolue justement la catégorisation des populations. Mais ces questions-là des main-d'œuvre, des populations migrées, concernent d'abord les Italiens. On trouve tous les travaux, et je ne sais pas moi qui l'a fait, comme Ivan Rasto qui l'a fait, d'autres historiens hein, de Nice, qui ont beaucoup travaillé sur cette migration italienne. Et c'est très intéressant parce que la maison italienne est décrite. D'abord, ils vivaient souvent cantonnés vers les ports, que je dis une zone touristique. Ils vivaient beaucoup entre eux. Les descriptions que les historiens ont trouvées sont celles d'une population impulsive, fanatique d'un point de vue religieux, passive des couteaux, communautaire, qui se pas aux autres. Exactement les mêmes discussions qu'on trouve après des années avec les populations maghrébines qui arrivent à partir des années 60. Et ce qui est intéressant, c'est donc que c'est une construction de l'altérité qui structure l'espace urbain. À Nice, juste pour terminer sur les Italiens, parce que c'est une chose très longue, c'est très intéressant. Aujourd'hui, les deux candidats de la ville à la mairie, un, c'est un fils d'Italien, l'autre petit-fils d'Italien, c'est Ciotti et Strozzi. Donc, ils représentent justement quelque chose qu'on voit un mouvement des Italiens jusqu'à devenir aujourd'hui totalement légitime. Ben, c'est intéressant encore. J'ai parlé avec un journaliste il y a des jours d'origine des grands-parents italiens. Et quand il a lu ses livres, et donc il dit, je me retrouve mon histoire personnelle, pas seulement par rapport aux Italiens, à la structuration de ces rapports-là. Alors donc, je vais raconter un peu comment se structure la ville à travers deux, trois petites anecdotes, sinon c'est trop compliqué. La première, on est le 6 mai 1974, les maires de la ville, Jacques Médecin, fils de Jean Médecin. Les médecins ont gouverné la ville pendant 57 ans. C'est important à savoir, hein, parce qu'après eux, il y a eu PRA, des mandats issus du Front National, et après Estrosi. Donc, vous voyez, c'est aussi des personnes, des familles, des structures économiques, des clientèles, si on veut, aussi, ou des copinages. Et Jacques Médecin, en 1974, il fait un jumelage de la ville de Nice avec Cape Town, en Afrique du Sud. On a un plan apartheid. Et quand il reçoit les maires de Cape Town à Nice, s'appelle David Bloomberg, il utilise ces mots. Nous avons beaucoup à apprendre de vous, c'est Jacques Messin.
il n'y a pas dans votre pays une ségrégation correspondant à l'esclavage, mais un développement parallèle des deux populations. L'idée des développements parallèles des deux populations, c'est un peu ce qui va structurer la construction de la ville de Nice vis-à-vis des populations migrantes. Et ça, juste, je cite très rapidement, cette idée-là reprise par Jacques Peyrat, un maire qui suivent les médecins, et à un moment donné, et il dit, par rapport à toute une polémique qui s'est créée, par rapport au quartier de l'Ariane, le quartier de l'Ariane, c'est un des quartiers considérés plus sensibles, extérieurs de la ville, donc justement, ces populations étaient parquées et mises et, et disait les métastases ne doivent pas dépasser les boulevards Pasteur. Dans le sens, parler de la délinquance, ces populations délinquantes problématiques, ils doivent venir pour travailler, mais ne doivent pas rentrer dans la ville. Il y a cette idée-là, et une exemple de cette mise à distance des populations est les tramways. Il y a un tramway à Nice qui, à un moment donné, s'arrête et il n'arrivait pas à l'Ariane. Pourquoi? Il y a plusieurs personnes, hein, pas seulement des acteurs musulmans, arabes, mais aussi des musulmans, mais ils disent oui, parce qu'au fond, on ne voulait pas ces populations qui rentrent en ville. Ils doivent venir travailler, mais pas. Et cet rapport-là s'est construit après dans une espèce d'atmosphère, des langages, des sens communs. Des sens communs dans lesquels, au fond, l'idée de la séparation, c'est ce qui a structuré une grande partie de la ville de Nice sur ces sujets-là. Et je donne une autre raison qui va donner l'idée de cette atmosphère qui s'est créée dans une ville. On est une vingtaine d'années plus tard par rapport à le jumelage avec Cape Town, on est en 95. Entre la nuit du 2 et 3 janvier, un policier est tué et un autre est blessé dans les quartiers sensibles de l'Ariane. C'est intéressant qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail justement, comme les journaux ont décrit tous ces lieux, donc des menaces, des sensibilités qui nécessitent des interventions spéciales, donc une politique différente, etc. Parce que là, on construit la politique publique à travers cette problématisation de ces quartiers. Et la police est tuée par suite à un affrontement entre deux groupes de jeunes que très vite on dit sont les gitans et les maghrébins qui structurent un peu l'espace de l'Ariane. Et dans ces contextes, à l'Ariane était prévu au cœur de l'Ariane, il y a des images, hein, on peut le trouver sur. Et était prévu de construire un grand centre culturel, hein, une piscine, une librairie, école, etc. Suite à cet événement, les acteurs élus locaux, ils dépassent la préfecture, ils vont directement chez Pasqua, à l'époque, ministre de l'Intérieur, et à la place du centre culturel, ils ont construit des casernes CRS et un caserne de police. Les casernes CRS, ils sont vides parce que les CRS disent c'est pas notre rôle, ils ne sont jamais allés là-bas. Donc ils restent vides pour longtemps et sont des choses parce qu'ils ne voulaient pas, c'est pas notre rôle de faire la. Et donc nous avons, ça donne. Donc au-delà des. C'est la perception qui donne ça. C'est quoi? Au fond, ces populations-là sont gouvernées pas par des livres, pas des bibliothèques, mais par un contrôle. Et cette perception-là traverse les générations, devient un sens commun. Donc, vous parlez avec un jeune qui ne vit pas du tout ça. Il a déjà il a une start-up, il a plein d'argent, il voyage, mais il raconte cette perception que c'est devenu sens commun. Et donc, quand je dis atmosphère, à un moment donné, c'est cette perception qui va dominer un peu les générations qu'à un moment donné se figent. Il devient quelque chose dans lequel les personnes ils transitent. Ce sont des récits, des manières de penser, des catégorisations, des mises, des problématisations. Quand on crée un problème, après, on crée un problème, après, il faut trouver des politiques pour les résoudre. Donc, on problématise quelque chose, on en fait un problème pour ensuite allouer des ressources. Et au fond, on revoit là aussi la presse, on voit toute une série de choses qui se construisent. C'est construisait l'idée d'une menace. Là, c'est l'idée, la fabrique de la menace, c'est l'éditeur qui m'a dit. Parce qu'après qu'elle le livre. Parce que, je dis, elle avait raison. Parce qu'au fond, on fabrique l'idée d'une menace. Donc, une menace qui après devient presque spéculaire. Parce que de l'autre côté, on dit, il y a une menace, tout le monde se sent menacé. Et quand tout le monde se sent menacé, qu'est-ce qu'on fait? Ça va faire. On a du mal à dialoguer. On verra les mouvements, hein, donc je ne vais pas vous plomber tout, parce que une fois j'ai fait un cours, je vais plomber les étudiants, que c'était. Donc là, je vais revenir après. Mais, et là, on a un autre aspect sur la séparation, ce qui est important, séparation, parce qu'on parle aujourd'hui du séparatisme.
là, on a une espèce de séparatisme d'État ou des institutions locales, ou une espèce de communautarisme. Pourquoi je parle de communautarisme d'État avec un point d'interrogation? Parce que c'est un peu un concept un peu complexe. Parce qu'à un moment donné, on voit que dès partir des années 70, les autorités locales et l'État, ils donnent des financements à tout un monde associatif qui s'est créé pour gérer ces populations. Au fond, on vous donne de l'argent pour rester entre vous, pour gérer votre problème. L'alphabétisation, les papiers, les maisons, etc., l'habitat, etc., toute une série de choses. Donc, il n'y a pas l'absence des ressources. On a un État social, il y a la politique française est très... Mais au fond, il y a une idée. Et, et ça, d'une manière, c'est une perception très, encore une fois, c'est pas seulement des acteurs musulmans, des acteurs arabes, des mandats associatifs, des citoyens, deuxième génération, troisième. C'est aussi les institutions qui nous racontent ça. C'est c'est celui qui a été travaillé avec Chuti aujourd'hui, qui s'appelle Vérola, qui était en charge de ces choses. Oui, c'est quelqu'un de la préfecture qui me dit ça. C'est quelqu'un qui travaille aujourd'hui avec Estrosi, qui était dans ces choses. Et oui, au fond, on s'est tous accommodés là-dedans. On vous donne de l'argent, gérez-vous. À condition, mais évidemment, hein, de vous occuper de vous. Ne commencez pas à venir en ville à dire il faut faire ça et ça. Et donc, vous voyez que cette espèce de communitarisation, de séparation, est quelque chose qui va structurer l'espace urbain, niçois, et les perceptions des individus. Alors, je vais très vite sur ce qui sont les conséquences de ça. On le voit très vite. C'est une des conséquences que les leaders cultuels, religieux, qui sont très différents des leaders associatifs, hein, souvent, ils ont tendance à dire, bon, on gère notre mosquée, on s'enferme là-dedans. C'est notre espace. L'accord avec l'État, c'est quoi? Les cours d'arabe à Nice. Qui fait les cours d'arabe à Nice? Les mosquées. Mais l'arabe, ce n'est pas la langue de l'islam. L'arabe, c'est une langue de toute région. Pourquoi la municipalité, on les plairait, ont délégué tout ça à des acteurs religieux? Alors que c'est une langue qui devrait être une langue des Nice, comme l'italien. Donc, deuxième langue après les Français, disons comme ça. Et c'est intéressant ça, parce que quand ils ont essayé de fermer les seules écoles, lycées où il y avait des cours d'arabe, on reviendra. L'action militante, ils ont mis on a fait classe dehors, et l'école d'arabe, les seules classes, ils l'ont ouverte. Pourquoi? Parce que l'idée que l'arabe fait partie des mosquées, c'est encore une fois cette idée derrière. Ça nous appartient, c'est pas partie de la ville. Alors que l'arabe, on pourrait bien la penser comme une langue de la ville de Nice, une des langues de la ville. Le français, l'italien, etc. Et donc, on a tendance, ces responsables des religieux, souvent à s'éplier, à rester en silence. Je l'appelle l'albatros. Hein. L'albatros, quand ils sont dedans, ils sont tous seuls. Dès qu'ils sortent dehors, après, ça peut bouger parce qu'il n'y a plus dialogué avec les institutions, les résidents et la jeunesse. Hein, parce que la jeunesse, ne peut pas rester enfermée dans une mosquée. Deuxième aspect qui est conséquence très forte, après je m'arrête parce que c'est trop compliqué, mais c'est qu'au fond, ce qui résulte les plus puissantes, c'est que la communauté, et là, beaucoup de guillemets, parce que la communauté arabo-musulmane, arabe, musulmane, bon, on a vu que la communauté, vraiment, au-delà des débats publics qu'il y a aujourd'hui, qui dit qu'il y a des communautés, les fréristes, les prismes, etc., on a une variété des communautés, les personnes s'identifient, il y a quelque chose, vraiment, une espèce de fantasme qui s'est créé en France ces dernières années sur ces questions-là, mais on voit que ce qui réfère au fond, il s'est construit l'identité collective, la communauté, si vous voulez comme ça, à partir d'où des échecs, d'une espèce de stigma. Autour du stigma, on se construit. Donc, si autour du stigma, on se construit, on finit pour une manière de s'enfermer là dans les stigmas. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a aujourd'hui dans tous les mouvements sociaux, qu'on a tendance, que ce soit féminisme, que ce soit écologisme, que ce soit autre chose, on a tendance à dénoncer des mouvements sociaux, ça c'est ma chose personnelle qui m'a vraiment bousculé ces années, dans lesquels, à un moment donné, on finit vraiment pour insister sur certaines choses négatives, que ces choses négatives deviennent l'axe autour duquel on construit notre appartenance. Et au fond, il y a une rhétorique de l'échec qui domine. Et l'idée qui est impressionnante, c'est quoi? Que l'échec, ça c'est la phrase que je disais à mon temps, j'ai fait beaucoup de réunions collectives avec dans les mosquées. À la fin, l'échec est toujours collectif et la réussite est toujours individuelle. Donc, qu'à un moment donné, la communauté devient un comité d'échecs. Alors que, on verra après, il y a beaucoup de réussites. Et sauf que ces réussites ne sont jamais pensées de manière terme collectif. Donc, là, c'est. Je m'arrête là par rapport à les conséquences. Bon, on voit que tout ça, c'est les fruits d'un choix politique en grande partie. Alors, je viens vite, parce que minute, sur ce que j'appelle les mouvements. Alors, comment on sort de cela?
Alors, d'abord, justement, comment trouver les mouvements? À un moment donné, sur une recherche sur une temporalité longue, donc qui permet à un moment donné, parce qu'il est un chrétien, tout ce qui demande, qui ne va pas. Il faut participer, voir, regarder, mettre en confrontation ce qui c'était avant, après. Donc, on passe être quand même proche aux personnes, mais aussi distant. Et c'est pour ça qu'il y a un grand débat avec Razak Fernand. Est-ce que quelqu'un qui est dedans peut faire l'autoanalyse de ce qui se passe? Ou des fois, il faut être de dehors pour regarder mieux les choses, hein. Ça, c'est une grande question qu'on peut se poser dans toutes les recherches qu'on fait. Est-ce qu'il y a justement cette possibilité de... Alors donc, les mouvements, je les séparais en trois parties, structurels, collectifs et individuels. Évidemment, les trois parties sont très mêlées, ne sont pas séparées. La vérité, une s'entremêle avec l'autre, me permet de les analyser. Alors, le premier mouvement est structurel. La ville a été pensée comme des espaces séparés, mais la ville grandit. Simplement, ceux qui avant étaient dehors, comme l'Ariane, devient dedans. Les quartiers des Moulins, que c'est comme des quartiers plus sensibles, plus difficiles, devient partie intégrante de la ville. Devient l'endroit où il y a les stades de foot, les Ikea, il y a les magasins, les développements. Et donc, au fond, ce n'est pas les politiques qui décident d'intégrer ceux qui étaient autres, mais c'est l'économie. Il y a une expansion économique de la ville qui oblige à repenser ces espaces, à remettre ces espaces et les retrouve dedans la ville. Donc, ça dit aussi les transports. Exemple, encore une fois, les tramways. Les tramways, après des années de lutte, aujourd'hui, il est prévu qu'il va arriver jusqu'à l'Ariane. Pourquoi? Parce qu'à l'Ariane, il y a les entreprises, les bureaux, les gens qui habitent. Donc, il y a une mobilité. Et donc il y a quelque chose qui est intéressant parce que ce n'est pas forcément les choix politiques des élus qui peuvent amener à ça. Ben, c'est plutôt les forces économiques. Une autre chose qu'on voit, c'est que celle qu'on appelle mobilité sociale. Là, on revient, faisons un peu d'éloge à la République. La République a l'école qui reste un ascenseur social puissante, malgré tous les problèmes qu'il y a. Les travail et les networks établis comme un réseau. Là, on voit ceux qui étaient les fils des migrants des années 60, qui aujourd'hui sont devenus avocats, sont dans les universités, sont dans les hôpitaux. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde m'a fait remarquer. Allez dans un hôpital, allez au tribunal et vous voyez toute cette génération. Donc là, on a une vraie ascension sociale. Et qu'est-ce qui permet cette ascension sociale? De casser les liens qu'il y avait entre une population, une ethnie, des territoires et une religion et la classe sociale. Au fond, l'idée d'une population misérable, misérabiliste et misérabilisée, elle ne correspond plus. Vous avez des personnes qui ont un autre niveau social, une autre capacité. Et là, on parle aussi des capitales en termes de production, des langages, d'outils, de se permettre les choses, de voyager. Les gens me disent, moi, je veux voyager pour voyager, pas pour être un migrant. Hein? Alors, vous voyez la différence entre générations. Et là, donc, je viens très vite à l'action collective. L'action collective, ça veut dire quoi? Qu'à partir des années 70, nous avons toute une série d'acteurs associatifs qui s'écrivent parmi ces populations migrantes, hein, on peut parler d'immigrants, après son deuxième, troisième génération, des personnes, des Français aussi, et qui construisent tous ces réseaux d'associations qui vont s'emparer ils sont aussi fascinés par la France, hein, par tous les langages d'égalité, etc., qui revendiquent les droits. Les droits à la parole, les droits à bouger, les droits à la citoyenneté. Et ces acteurs-là, souvent pas religieux, mais associatifs, laïcs, si vous voulez, ils sont des acteurs centraux. Ils construisent, même s'ils ont la perception d'avoir failli dans l'intégration, donc c'est de beaucoup, ils créent tous les langages, les outils pour les nouvelles générations, pour cette partie intégrante de la vie. Et cette action collective, donc il y a ces acteurs, mais il y a aussi des actions collectives qui s'expriment à des moments précis, qui vont changer la géographie mémorielle, dans la perception qu'on a. Donc on a différentes batailles au cours des années, dans lesquelles, à un moment donné, l'action collective permet de faire émerger un acteur collectif valable, capable de parler, d'avoir un langage, de revendiquer ses droits et de ne pas s'enfermer. Je donne un seul exemple. Justement, en 2012, il y a un projet de construction d'une mosquée dans la plaine du Var, donc dans une zone d'expansion économique, financée en partie par un riche saoudien. Estrosi s'oppose à la construction. Il y a 6 procès. Estrosi perd 6 fois. L'Institut
un mur est ouvert en 2016. Les personnes ont dit, à la fin, en France, on aura toujours ces droits. Donc, c'est une reconnaissance, hein, c'est une identification avec l'idée du droit. Et la chose intéressante, c'est quoi? Là, c'est une action collective qui s'est mise en place. L'action collective, c'est basé sur quoi? D'abord, et toutes les actions collectives qui fonctionnent, ils ont tous la même dynamique. Une ouverture à aborder les problèmes sans les cacher. Ouverture à la diversité. Dans toutes ces choses-là, toutes les actions qui ont eu du succès, il y avait jeunes et vieux, femmes, hommes, religieux, pas religieux. Alors, voyez la diversité interne et la capacité d'aborder un sujet devenaient les outils majeurs pour aborder un sujet sans être dans une posture des victimes ou des misérabilistes, on n'est pas capable, on doit rester entre nous, on ne dit pas les choses. On peut... Et par exemple, et là, c'est intéressant, dans ces cas comme dans d'autres, c'est que les graines sémées par les premiers arrivants dans les années 60-70 donnent leurs fruits. Parce qu'il y a des architectes de la communauté qui s'occupent de garantir la régularité, des comptables qui garantissent la transparence des comptes. On sait souvent, les mosquées pensent que c'est nos affaires encore aujourd'hui. Ça, c'est le problème. Alors, donc, il y a des gens qui font la communication, des avocats. Et puis, les capitales construites à travers 2-3 générations devient un capital collectif, pas seulement individuel. On sort de l'idée que chacun, moi, je deviens avocat pour moi-même. Non, je deviens un avocat que mon font le travail, mais aussi je défends cette idée-là. Et qui s'inscrit dans la logique des droits, probablement républicaine, si vous voulez. Je passe à dernière chose, parce qu'après ça va être compliqué de temps, c'est les mouvements que j'appelle subjectifs. Alors là, il y a plusieurs choses qui se manifestent, mais au fond, on voit toute une nouvelle génération. Parler des générations, ce n'est pas par rapport à l'âge, c'est aussi les temps d'installation, qui utilisent désormais la ville. Alors, les vieux me disent, nos parents, ils restaient dans les quartiers, ils n'allaient pas là. Ils pensaient que là, ils n'avaient pas droit d'aller. Donc, l'idée de la séparation. Eux, moi, j'utilise la ville dans comme un espace intime. Je vais là, je vais dans tous les quartiers. J'utilise la ville, elle m'appartient. Il y a une identification très profonde avec la ville. Je cite juste une femme extraordinaire, me disait, pour moi, j'ai l'impression d'être un peu comme un caméléon. Je peux m'adapter à plusieurs ambiances. Un jour, je vais à Monaco, dans les bars les soirs. Le jour après, je suis à faire les maraudes, donc à donner à manger. Après, je suis à l'association. Après, je vais à la mosquée. Après, je suis dans la ville. Vous voyez, et cette capacité de... Et ça, c'est caractéristique de toute une nouvelle génération. C'est pas au-delà d'être musulman ou pas musulman. C'est une jeunesse, une partie de la génération, mais dans laquelle s'approprie de toute une série d'espaces. La ville devient un lieu de... Je me dis, là, je suis... C'est mes parents qui ont habité là. On habitait là. Mes parents ont construit, mon grand-père qui était maçon a construit ça. Donc, à un moment donné, il y a toute une identification avec la géographie de la ville, avec émotionnel et mémoriel. On construit et donc, les personnes revendiquent leur appartenance profonde à la ville de Nice. Ils s'identifient comme niçois. Parce que ça, il y a des formes d'engagement, des formes de rapports religieux qui changent, mais aussi, encore une fois, même le rapport religieux, un religieux qui devient beaucoup plus individualisé pour l'adapter, justement parce que celui des vieilles générations ne s'adapte pas au fait que dans les lieux de travail, à l'école, dans les rues, on a des amis, on a des collègues de toutes sortes, d'un point de vue du genre, de la religion, de la classe sociale, les personnes circulent entre ça. Ils appartiennent, et là, beaucoup revendiquent cette mixité, cette hybridité, cette possibilité de faire différentes choses. Et donc là, on voit vraiment que, même là, d'un point de vue matériel, mais aussi symbolique, il revendique la possibilité d'être ce que je peux être ce que je veux. Très différent par rapport à les discours qu'il y avait 50 ans avant, où il y avait comme une limitation du possible. Là, l'espace du possible d'une nouvelle génération n'a rien à voir avec celui qu'il y avait des générations avant. Une fois qu'on a dit ça, donc on voit les mouvements, j'appelle subjectifs, dans le sens que on voit que, et ce n'est pas en petite partie, de beaucoup de personnes qui ne le vivent plus de manière individuelle que collective, mais à un moment donné, ils nous racontent des mouvements plus larges. Ouais, donc, sur tout ça, il faut revenir un peu à ce que j'appelle des dissonances. J'aime bien cette idée des rythmes différents, de quelque chose qui cloche. Et à un moment donné, on a un débat public français
et une histoire encore plus, dans lesquelles, au fond, il empêche de voir ses capacités de mouvement. Il remet les personnes tout le temps à choisir entre une identité et l'autre. Si vous voulez, après, on peut parler de ce qui se passe aujourd'hui à Nice, hein, où il y a, encore une fois, tous les prismes, et toujours des frères musulmans, de l'entrisme et tout ça, qui domine tous les médias. Ah, et on approche des élections. Donc, il devient encore une fois l'outil pour faire un débat public. Et au fond, tout ça, on parle de ne pas ouvrir des mosquées, de fermer d'autres, et tout ça. Hein, les polémiques sont celles-là aujourd'hui. Alors, donc, on retrouve tout le temps cette espèce de polarisation, des prismes manichéens qui s'appliquent. Et donc, les personnes doivent tout le temps naviguer dedans. Et beaucoup disent, moi, j'ai arrêté de regarder les choses. Il y a les débats publics et après, j'ai ma vie. Il y a un décalage total entre la vie des individus, qui sont déjà ailleurs, ils sont dans une société plus large, où il y a différentes identités, dont c'est les musulmans, c'est une partie, et les débats publics qui renvoient les personnes à leur espèce supposée origine. Voilà. Une autre dissonance très forte, c'est celle entre tout un système un peu figé, dans les mosquées, dans la mairie, dans d'autres historiens, alors que les personnes sont en train de vivre dans les espaces de travail, des vies, des quartiers, etc., quelque chose d'autre. Donc, il y a vraiment un décalage, une dissonance entre les vécus et même les actes de campagne. Mais aussi, ça aussi par rapport aux responsables des associations, donc beaucoup de jeunes disent, moi, à l'association, je ne vais pas trop, la mosquée, parce qu'elle est dominée par une autre vision, qui n'est pas vraiment de la vie. Donc, tout le monde attend Godot, tout le monde attend le changement générationnel, sauf qu'à un moment donné, il y a un peu. Et la dernière chose sur laquelle, dissonance que je vais souligner, c'est celle de l'État français, qui sans cesse dit, il condamne l'idée de la communauté, de la communautarisation. Donc, c'est un peu une caractéristique du débat français hein, par rapport à l'Angleterre, aux États-Unis, etc. Non, même à l'Italie ou à l'Espagne. Hein. Il y a une condamnation constante de l'idée de la communauté, alors que, bon, d'abord, ces communautés sont très variables. On les voit qu'elles sont très faibles, il n'y a pas de structure. Mais au fond, ces communautés, l'idée des communautés, donc des choses collectives, a souvent été l'entrée pour une socialisation des personnes. Au fond, on a besoin de la communauté pour répondre à des formes d'inégalité, d'injustice, pour les interpréter collectivement. Au fond, la communauté est nécessaire. Alors, on demande aux personnes, on voit que quand ceux qui participent à l'action collective, ils votent plus, ils sont plus engagés dans la ville, pas dans la mosquée, alors que quand les personnes qui sont dehors de toute action collective, ils se retirent. Ils pensent au bien-être individuel, à l'ascension sociale, à s'acheter un appartement, et c'est tout. Alors donc, au fond, là, il y a une vraie question. Est-ce qu'à un moment donné, je pense que on a toujours vu dans d'autres mouvements sociaux, hein, dans d'autres situations, hein, aux États-Unis, on peut ça dire, au moment donné, les collectifs, interdits comme communauté, deviennent l'accès à la citoyenneté. Alors là, toujours avec intention, hein, c'est évident, parce que là, c'est toujours conflictuel, le conflit, ça fait partie de la société. Hein. Mais là, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur, à un moment donné, est-ce qu'on doit tout éliminer, penser à parce qu'après, la communauté, si on parle de la communauté juive, elle a beaucoup plus de communauté que la communauté musulmane, ou d'autres communautés, donc, la communauté catholique aussi, hein, parce que les endroits, donc, c'est pas vrai que, sauf que là, on revient sur l'exception de l'islam, des musulmans, dans lesquels la communauté musulmane pose problème. Et là, aujourd'hui, on a un prisme, et je m'arrête, sécuritaire particulier, dans lequel tout est lu à la lumière des. Si quelqu'un ouvre un kebab, c'est un signe de l'islamisation. S'il parle arabe à ses enfants, alors que par exemple, c'est l'italien, on revient sur l'italien. Tu parles italien à ton enfant, c'est très bien, c'est vraiment magnifique. Si tu fais ouvrir une épicerie italienne, c'est magnifique, normal, c'est un peu cher, mais bon. Et alors, mais vous voyez, et là, on a tous ces prismes dans lesquels, au fond, on a. Voilà. Moi, je m'arrête là parce que sinon, c'est long. Voilà, mais écoutez, je tiens d'abord à remercier l'ISM d'organiser cette rencontre, hein, et puis surtout sur un sujet qui m'interpelle particulièrement. Et aussi remercier l'ISM pour son rôle un peu fédérateur de la recherche française sur les mondes arabo-musulmans, mais au sens très très large, hein, comme l'IREMAM, puisque nous on couvre aussi le fait arménien, Israël-Palestine, l'Iran. Donc, et merci aussi pour votre souci de retour sur la société, puisque l'ISM aussi encourage beaucoup tout ce qui est la formation, le dialogue avec les acteurs sociaux, c'est-à-dire un peu la recherche hors les murs, faire connaître la recherche à des acteurs dans des cadres très différents. Alors, ce sujet m'interpelle. Alors,
je ne vais pas du tout parler de moi, mais c'est vrai que depuis maintenant, pour mon HDR, qui n'y finit pas, mais qui va finir en fin de cette année, effectivement, je travaille sur la question de ce qu'on pourrait appeler la gestion publique du fait musulman à Marseille, et dans une perspective plutôt socio-historique, puisque je travaille sur à peu près les archives patronales, donc la Chambre de commerce de Marseille, les archives des cabinets des maires de Marseille, dont le plus récent Gaston Defferre, et effectivement, de ce point de vue-là, et puis aussi, bien sûr, sur des rencontres, des entretiens, qui fait que j'attache beaucoup d'importance à cette question, comment finalement les élites locales, qu'elles soient patronales, politiques, qu'elles soient associatives, finalement fabriquent d'une certaine manière leur communauté musulmane. La communauté est d'abord une fabrication qui se fait en dehors de la communauté. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'à Marseille, la communauté existe d'abord par le patronat marseillais, qui a eu besoin de l'objectiver pour diverses raisons, et aussi après, plus récemment, par le politique, qui a été le premier à parler de communauté musulmane avant même les musulmans, si je puis dire, ce qui est assez rigolo. Quelque chose que je partage aussi avec toi, c'est la nécessité de travailler aussi sur le temps long. Alors ça peut être le temps long, comme je le fais sur le plan socio-historique, hein, parce que moi je pars de 1903 à 2020, à partir des archives, mais le temps long, ça peut être un certain nombre d'années, 3-4 ans pour ton cas, et avec, je dirais, il faut à la fois apprivoiser son terrain, son objet, les acteurs, et être apprivoisé. Hein. Moi je trouve que c'est très important d'avoir une certaine communion, empathie avec un espace local, avec une ville, parfois même un certain amour pour la ville. Ouais. Je pense que la dimension amoureuse d'une ville est une dimension essentielle d'une recherche, c'est-à-dire aimer une ville, vouloir la comprendre, connaître les acteurs. Même si les acteurs, parfois, vous êtes en conflit, au moins ils vous connaissent. Voilà. Il y a un effet d'interconnaissance des acteurs sociaux qui fait que finalement, on obtient pas mal d'entretiens, y compris avec ceux qui considèrent qu'ils ne devraient pas vous parler, etc. Donc ça, c'est une dimension importante. Et aussi le risque, peut-être, et c'est pas du tout ton cas, de tomber très vite dans l'essayisme. Alors voilà, on dira, il y a une affaire de racisme, d'islamophobie, je fais un livre, j'ai pu le faire aussi, hein, je ne le parle pas, mais je pense qu'il faut prendre du temps parce que les processus, on pourrait dire, de domination, de gestion, de domestication, sont des processus très paradoxaux. Je vous donne un paradoxe, une ambivalence, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, à Marseille. Euh, Effectivement, ville coloniale par excellence, puisque les élites parlaient eux-mêmes de l'ambiance coloniale de la ville de Marseille. Les élites marseillaises ont organisé plusieurs expositions coloniales, 2 principales, et considéraient que les meilleures expositions coloniales étaient les marseillaises parce que c'était les seules qui n'étaient pas déficitaires. C'est-à-dire que c'était les seules qui rapportaient de l'argent, contrairement aux expositions coloniales d'autres villes qui coûtaient de l'argent, notamment à Paris, elles étaient extrêmement déficitaires. Mais, paradoxe, et qui rejoint aussi la problématique, je dirais, actuelle, à l'époque coloniale, on est aussi en présence d'une élite islamophile. C'est-à-dire que ce sont des apôtres de la colonisation, mais qui considèrent que l'islam est un fait légitime dans l'espace urbain marseillais. Et les patrons marseillais, j'ai même pas mal d'écrits sur ça, de lettres, de rapports, disent il faut une mosquée au centre de Marseille parce que Marseille est si pauvre en patrimoine que la mosquée embellira la ville. Donc c'était assez rigolo. Alors on va dire oui, mais c'est du néocolonialisme, de domestication, de contrôle social. Je pense que c'est beaucoup plus complexe. À Nice, il y avait une chose similaire dans les années 40, voilà. 40 qui avait justement voulu construire une mosquée. C'est Dora Mamer Chambi qui a travaillé sur ça. Et donc, l'idée de construire à l'époque le mosquée coloniale. Donc, c'était pas simplement, et je suis totalement d'accord, c'est vrai que les 2 villes ont été travaillées par la question coloniale, c'était pas simplement utiliser l'islam, comme je dis, il valait mieux des musulmans à la mosquée qu'à la CGT. C'était évident que le patronat voulait absolument il valait mieux qu'ils soient dans les mosquées qu'à la CGT. D'ailleurs, j'invente pas cette formule, hein. C'était dire les pires des ouvriers, c'est les Italiens et les Corses parce qu'ils sont toujours en grève, au moins les musulmans, et surtout notamment les musulmans qui venaient de Kabylie, qu'on percevait comme des indigènes kabyles, eux au moins ils travaillent, et voilà. Donc, mais il y avait autre chose. Il y avait aussi un intérêt du patronat pour le fait religieux, catholique, monothéiste, qui fait qu'ils avaient une sorte d'empathie pour cette religion et qui faisait aussi appel à des auteurs orientalistes, notamment Étienne Dinet, pour ce qui était des plans de la mosquée. Donc il n'y avait pas ce... Là, on est... oui, c'est pour ça que je suis assez critique sur ces recherches qui disent, voilà, bon, on est dans une continuation coloniale, mais qu'est-ce que ça veut dire déjà le fait colonial et l'islam? Il est déjà très divers. Et puis, finalement, on n'est pas simplement dans une reproduction, on est dans des rapports ambivalents et qui font qu'on doit interroger l'histoire aussi sur un mode beaucoup plus complexe. Alors, deuxième élément aussi que je voulais voir, tu parles de ce mouvement, et c'est, je trouve, l'originalité de ce livre,
c'est de montrer que même dans une situation d'extrême blocage, où on a effectivement des élites politiques locales, municipales ou autres, qui sont très hostiles à ce qu'on pourrait appeler une sédentarisation, une visibilité du bien musulman, il se passe des choses. Il se passe des choses déjà entre ces élites hostiles et les musulmans. Peut-être que ça, tu en rends moins un peu compte. Moi, je reste persuadé que quand on va fouiller des maires qui vont dire ouais, moi je veux pas de mosquée, les mosquées. D'ailleurs, Jean-Claude Gaudin qui a longtemps dit oui, une mosquée à Mar, ah oui, à Marrakech, mais pas à Marseille. Il disait ça, c'est une phrase qu'il a eue. Il a fini par épouser cette idée de mosquée et avec tout ce débat, oui, mais il le fait, mais il en veut pas. Les archives municipales, les archives de son cabinet, mais dont j'ai pu récupérer toute la partie des relations intercommunautaires par miracle, donc montre qu'effectivement, il y avait quand même des interactions, qu'il y avait des négociations, que finalement, un maire, au départ hostile aux faits musulmans, est peut-être le maire qui a été le plus présent dans toutes les mosquées. C'est-à-dire, quand on regarde la présence de Gaudin par rapport à celle de Fer, bon, les mosquées, c'est pas son truc. Bon, c'était pas parce que il avait été un homme, effectivement, de la Troisième République. Il n'était pas hostile aux musulmans, mais lui a surtout été marqué après, quand il a été maire, par la question de l'immigration, qu'il ne voyait pas sur le prisme religieux. Et à l'époque, la question des mosquées l'intéressait peu. C'est quelqu'un qui était beaucoup plus intéressé par d'autres communautés, d'autres religions, pour des raisons personnelles, une très forte proximité avec la communauté juive. On disait de lui, je me sens protestant, mais non, je suis protestant, mais je me sens profondément juif, disait très souvent, avec la communauté arménienne, bon, tout ça, qui fait que le maire le plus hostile au fait musulman ou à la visibilité du fait musulman, à celui qui a bâti le plus de relations avec les acteurs musulmans. Et ça, c'est la recherche qui permet de montrer, finalement, c'est parce qu'on pourrait dire droite, conservatrice, catholique, hostile, ben non, droite, effectivement, parfois rhétoriquement hostile, discursivement hostile, mais parfois, effectivement, bâtissant des relations. Donc, des mouvements qui, bien au-delà de la rhétorique des discours, là aussi, danger, faire des analyses sociologiques à partir du discours, non, il faut aller au-delà des revues de presse, il faut aller au-delà, parce que sinon, si on fait des livres en analysant uniquement ce qui est dit, ce qui ressort dans la presse, on ne peut pas comprendre quelles sont les relations qui se bâtissent de proximité, de rencontre, d'intimité, voilà. Bon, et ça se fait bien au-delà de la revue de presse. Mouvement, bien sûr, du côté, entre guillemets, on met tous les deux, on met des guillemets, des acteurs musulmans, et tu le montres bien que même s'il y a un discours pessimiste, s'il y a un discours, finalement, c'est toujours un retour en arrière, même s'il y a l'idée qu'il y a une islamophobie comme chape de plomb, à la fois à l'échelon local, beaucoup plus à Nice qu'à Marseille d'ailleurs, et à l'échelon national, et les deux étant en interaction, finalement, il y a quand même des formes de mobilité résidentielle. Tu n'en as pas parlé, mais c'est très bien ce que tu dis sur finalement cette classe moyenne qui continue à être attachée au quartier, mais va habiter dans les beaux quartiers. C'est exactement ce qui se passe à Marseille. Ils vont habiter dans le 8e, mais avec très fortement attachement au quartier. Ils y reviennent, ils vont voir leurs amis, ils vont voir leur maman et leur papa, parce que ça, c'est une dimension importante de la circulation des individus. On va dans le 8e arrondissement, sur la Corniche, bon, pour les plus riches, en installant des piscines, mais en même temps, on va voir maman et on va fêter le Ramadan dans la famille, dans les quartiers nord dans lesquels ils ont été élevés. Donc, il y a des mobilités résidentielles, il y a des mobilités économiques, il y a des mobilités professionnelles, il y a aussi des mobilités, on va dire, politiques, puisqu'il y a des élus, et il y a aussi des mobilités, alors, entre ce que j'appellerais l'immobilisme total, ou ce sentiment d'immobilisme total, et la mobilité, je dirais, idéale, parce qu'il n'y aurait pas de racisme, il y en a, il n'y aurait pas de ségrégation, tu l'as très bien montré, il y en a. Il y a aussi des formes de mobilité que je dirais contrôlées, et quand on analyse le système niçois et le système marseillais, qui sont très comparables à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle le clientélisme, qui permet des mobilités. Le paradoxe du clientélisme, et Cesare Mattina l'a très bien montré, c'est que d'abord, c'est un clientélisme qui touche plus les classes moyennes et supérieures que les classes populaires, mais c'est que le clientélisme est aussi une forme de mobilité qui permet à un certain nombre d'individus, en dépendance avec un patron politique, d'accéder à un certain poste en fonction de pouvoir. Donc le clientélisme, même si c'est quelque chose de contrôlé, réduit, surveillé, domestiqué, est un des facteurs de mobilité dans les systèmes politiques ou les systèmes, je dirais, sociaux locaux. Autre point que tu abordes, c'est ce que tu t'interroges sur la relation entre
je vais aller très vite, hein, parce que pour permettre la discussion, tu t'interroges sur la relation, l'interaction entre débat national et débat local, ou du moins contexte local du rapport aux faits musulmans ou à la question musulmane et le question locale. Et là, tu prends le contre-pied d'un certain nombre d'analyses qui disent, en gros, sur le local, il y a beaucoup moins de passion, il y a beaucoup moins de crispation, etc. Tu dis non. Là, à Nice, on constate qu'on n'est pas dans une situation apaisée. Pas du tout. Qu'on est au contraire dans une tension où on a parfois, dans une situation où on a parfois même, que je dirais qu'il y a une exacerbation des tensions qui est beaucoup plus forte qu'à l'échelon national. Le maire, d'ailleurs, étant aussi une figure nationale, parce qu'Estrosi, c'est quand même une figure nationale. Et donc, du coup, il est aussi un des acteurs de l'exacerbation à l'échelon local et à l'échelon national, d'une certaine manière. Bon, même sur l'islam, il est quand même moins tendu que sur des questions comme la question palestinienne ou israélienne, où là, effectivement, il est beaucoup plus tendu et effectivement, peut avoir des déclarations parfois fracassantes. Mais malgré tout, malgré ces contrastes, et malgré la pertinence de ta thèse pour dire que finalement l'échelon local n'est pas forcément apaisé, il y a quand même à l'échelon local de ce que j'appellerais des situations de nécessité, de pragmatisme localiste, de gestion, d'arrangement, d'administration communale qui fait qu'un maire peut tenir le discours le plus anti-musulman. Il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, obligé d'avoir des relations avec des acteurs entre guillemets musulmans, que ce soit des acteurs cultuels ou cultuels. Donc je suis d'accord avec toi. Ne faisons pas de l'échelon local un échelon idyllique. Au contraire, il y a des conflits, il y a des tensions, mais malgré tout, effectivement, il y a aussi effectivement des choses qui se passent, ne serait-ce que parce qu'un maire est obligé de gérer sa ville, qu'il est aussi obligé de se faire élire et de se faire réélire, et qu'il y a l'émergence d'une élite qui fait qu'elle fait médiation, et que de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus complexe. On peut tenir un discours islamophobe à l'Assemblée nationale, on peut être le champion d'une laïcité radicale. Quand on est maire, même personne, député maire, on est obligé à l'échelon local de développer une politique. Et de ce point de vue-là, donc, il y a nécessairement des compromis qui dépassent, je dirais, les prises de position idéologiques. Encore une fois, l'invitation aussi à ne pas se limiter aux déclarations de presse. Parce qu'aux déclarations de presse, finalement, on dit, voilà, le mec, il est islamophobe, il n'y a rien. Donc, mais non, il se passe même avec quelqu'un qui dit, je veux moins de musulmans dans ma ville, aller dans la ville d'à côté, il se passe des choses. Donc voilà, et nous, on est là pour voir ce qui se passe. Quelque chose de très important que tu as souligné du point de vue des acteurs, c'est tu montres que tes acteurs, entre guillemets, musulmans, qu'ils soient croyants, pratiquants, qu'ils soient acteurs du culte, présidents d'associations, le rapport à la localité et ce qu'on pourrait appeler le rapport à l'autochtonie. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, et moi j'irai encore plus loin que toi. Aujourd'hui, quand j'analyse, je discutais en ce moment en période électorale à Marseille, pas partout en France, quand on regarde aujourd'hui la revendication d'autochtonie la plus forte, au-delà des populations musulmanes, elle est plutôt chez les personnes issues des migrations, qui aujourd'hui se dit autochtone, entendent, je suis né dans cette ville, je parle le langage de cette ville, c'est souvent des gens issus des migrations, qui aujourd'hui on voit en tant que capacité à reproduire les codes linguistiques d'une ville, c'est souvent des enfants issus de l'immigration. Donc l'autochtonie, c'est pas simplement quelque chose qui est fabriqué à titre de communication, elle est réelle. D'ailleurs, je dis souvent, et je provoque mes collègues aujourd'hui dans la constitution des listes municipales, qui disent oui, il faut plus d'égalité hommes-femmes, les enfants de l'immigration. Oui, je dis, mais vous parlez de quoi là? Vous êtes depuis 3 ans à Marseille et vous dites que c'est vous qui faites les équilibres. Eux, ça fait 40 ans ils sont nés dans cette ville. Donc c'est peut-être eux qui devraient dire, nous les autochtones, toi là qui viens de Paris, là, de je ne sais pas quel siège, on pourrait te dire ta place sur la liste. Donc vous voyez, et la question de l'autochtonie, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'elle permet de comprendre les structurations des mobilisations musulmanes et parfois là aussi les paradoxes. Et quelque chose que j'ai observé sur cette question de l'autochtonie, notamment des acteurs et des responsables musulmans, c'est qu'il y a à la fois l'idée qu'ils font partie du même monde, mais ils font peur. Par dire, plus vous êtes un acteur musulman qui connaît son territoire, plus vous épousez les signes de localité de votre ville, l'accent marseillais, né à Marseille, etc., l'accent niçois ou né à Nice, le politique a peur de vous. Pourquoi il a peur de vous? Alors qu'il vous reconnaît comme appartenant à Marseille, parce que objectivement, vous êtes un concurrent. Voilà. C'est-à-dire qu'un imam qui connaît son territoire, qui vit sur ce territoire, qui est marié à une niçoise ou à un Marseillais, du coup, fait peur parce que quelque part, il n'est pas instrumentalisable comme quelqu'un qui viendrait d'ailleurs, etc. Et ça, c'est quelque chose. Et là, il y a
je pense, quelque chose qui va se jouer dans les années à venir sur ce que j'appelle les formes d'autochtonie, et notamment les formes d'autochtonie musulmane, qui fait que ça peut aussi contribuer à un moment donné, non pas à l'inversion totale des hiérarchies, mais on est aujourd'hui en présence, effectivement, tu l'as très bien montré à travers la formation de cette classe moyenne et supérieure. Elle est une classe moyenne, effectivement, et elle connaît une mobilité sociale significative, mais elle est surtout ancrée, enracinée, plus que finalement une partie de l'élite, qui est une élite souvent importée, ou moins légitime du point de vue du critère de l'autochtone. Autre point dont tu n'as pas parlé maintenant, mais dont tu parles dans ton livre, c'est le positionnement des chercheurs. Tu as beaucoup parlé finalement des enquêtes qui ont été faites avant toi par Frigouli, par Gasto, par Raphaël Schor et compagnie, et puis d'autres qui ont travaillé sur la question, plus précisément sur la question de l'islam. Moi, je suis assez pessimiste sur la capacité des chercheurs et des universitaires en général à pouvoir influencer les politiques publiques. Donc ça, je n'y crois plus du tout. Je dirais que à tel point qu'ils vont jusqu'à vous lire et à dire exactement le contraire après vous l'avoir lu. Donc c'est assez rigolo. On a quand même eu des expériences avec Awes Seniger, Franck Frégosi, de rapports qu'ils ont utilisés. Hein. Les citations des rapports sont très claires, mais pour dire le contraire. Donc c'est cyniquement prendre des phrases pour dire le contraire. En revanche, sur l'aspect local, je pense que c'est différent. C'est différent parce que la présence d'un sociologue, d'un historien, etc., interpelle les acteurs. Elle peut les interpeller pour effectivement les éclairer, pour les légitimer, donc, mais aussi parce qu'elle les gêne. Hein. Et ça, c'est clair que de ce point de vue-là, il y a toute une réflexion à avoir sur le savant et le politique local, le savant et le patron local, le savant et l'élu local. Et là, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes qu'à l'échelon national. Moi, je regardais les archives de Gaudin, et c'est vrai que des fois, j'apparaissais pas du tout glorieusement. Hein, je dois avouer, il y avait des annotations qui n'étaient pas très gentilles de la conseillère du cabinet, mais c'était rigolo, parce que, je veux dire, celui-là, on l'invite plus, ou des trucs comme ça, c'est assez rigolo, mais ça veut dire qu'il y avait des interactions. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai compris que toi aussi, notamment, toi, c'était moins avec la mairie peut-être, mais plutôt avec la préfecture, hein, puisque dans ton bouquin apparaît énormément d'extraits, je ne sais pas si tu en avais conscience, mais plutôt avec les gens de la préfecture avec qui tu semblais pouvoir dire des choses et échanger. Autre point, oui. Ce que je trouve, la critique que je ferai un peu dans le livre, qui n'est pas une critique, je pense que tu aurais pu consacrer quand même un chapitre plus important, non pas sur l'aspect sensationnaliste, mais à l'effet attentat du 14 juillet. Parce que là, on avait un événement qui, comme dit, l'événement s'inscrit dans une histoire longue, parce que l'événement, il révèle, hein, il produit des choses nouvelles, c'est clair, mais il révèle. Et le 14 juillet a quand même marqué à Nice un événement qui a interpellé les citoyens ordinaires niçois, quelle que soit leur origine, quel que soit leur genre, qui a interpellé bien sûr le politique local, qui a interpellé les représentants de l'État, le préfet, les corps de sécurité, qui a interpellé bien sûr aussi les musulmans. Et là, il s'est passé des choses assez extraordinaires, la symbolique du don du sang, c'est-à-dire des associations musulmanes qui, en dépit même d'une rationalité, est-ce qu'il fallait du sang à ce moment-là pour les victimes? Je pense que c'était pas forcément une urgence, donc, même s'il y avait besoin, quand il y a des victimes, il faut toujours du sang. Il y avait quand même un acte symbolique de musulmans qui donnaient leur sang aux victimes qui étaient bien sûr pas décédées. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y avait des choses à faire sur un vrai chapitre, et d'ailleurs presque un livre, ça pourrait être un livre que tu vas faire sur ce 14 juillet. Et je suis là aussi, pour le contre-pied, et non pas de ta thèse, parce que toi tu es justement sur la thèse contraire, c'est qu'en dépit du fait qu'il y a une montée anti-musulmane à Nice après l'attentat du 14 juillet, il y a aussi plein de choses qui se passent, y compris avec des acteurs hostiles. C'est-à-dire le maire, finalement, moi j'ai un peu suivi les cérémonies de commémoration du 14 juillet à travers ton copain Yvan Gasto, ton collègue, qui était le commentateur officiel si je puis dire commentateur officiel, j'exagère, commentateur scientifique et savant du 14 juillet, quoi, des post-attentats. Et on voyait là quand même des personnalités musulmanes invitées dans les commémorations par le maire de Nice, autour de toute... Donc là, il s'est passé quelque chose, en fait, en dépit d'un discours qui peut être tendu, de tension, de conflit, de mépris, accusant les musulmans. Mais fondamentalement, et si on veut un peu dans ton sens que le 14 juillet, certainement,
à l'échelle française, mais bien sûr encore plus à l'échelle locale, niçoise, où les gens étaient quand même frappés hein, par cet attentat qui a plus de 80 victimes, un 14 juillet en plus. Bon, même si on oublie que le 14 juillet, c'est une fête nationale, mais quand on regarde la sociologie des gens qui assistent à la fête, c'est souvent des gens d'origine populaire. Marseille, le 14 juillet, c'est tous les quartiers populaires qui descendent et qui viennent. Pourquoi? Parce que les bourgeois marseillais, jamais ils vont se mêler aux feux d'artifice, aux merguez et compagnie, quoi. Donc le 14 juillet, c'est une fête essentiellement d'autochtones issus des quartiers. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que c'est les fêtes populaires, par définition, la sociologie des fêtes populaires, elle est une sociologie beaucoup d'immigration. Et quand moi je me rappelle, je descendais parfois le 14 juillet pour voir la fête, effectivement, il y a des Français d'origine comorienne, d'origine algérienne, il y a parfois même le drapeau algérien à côté du drapeau français, mais on est à Marseille, donc c'est pas complètement. Voilà. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y avait quelque chose à faire, parce que je pense que le 14 juillet, y compris dans les aspects de tension, de conflit, de séparation, a aussi montré quand même qu'il se faisait des choses, tu vois, et non pas pour tenir un discours optimiste, je te dis ça, mais parce que sociologiquement, je crois, il y a la rhétorique de la séparation et il y a des pratiques qui contredisent la séparation. En fait, c'est ça que je voulais dire. Donc là aussi, et je vais finir par ça, encore 2 points. La question du bon, mauvais musulman, de la bonne mosquée, la mauvaise mosquée, je crois que c'est bien antérieur au contexte terroriste. Hein, ça, je veux dire, tous les travaux de Franck Frégosi, les travaux qui ont été faits par Margot Dazé, les travaux que j'ai pu faire, ceux d'Awes Seniguer ou de bien d'autres, montrent que la recherche du bon musulman, elle a structuré toute la politique musulmane depuis l'époque coloniale et même avant l'époque coloniale jusqu'à maintenant. C'est-à-dire la bonne mosquée, le bon musulman, le bon imam. Et toujours dans ce paradoxe, c'est-à-dire à la fois une politique musulmane affirmée, ce qui est beaucoup moins le cas de Nice. On est beaucoup moins. Mais à Marseille, tu as une politique musulmane, même si elle a continué, même si elle a eu des ruptures, puisque Gaston Defferre n'avait pas vraiment de politique musulmane. Le maire gaulliste d'avant avait une politique musulmane, il a duré 6 ans, entre 47 et 53. Vigouroux, socialiste apparenté, avait une politique musulmane, et Gaudin avait une politique musulmane. Mais de ce point de vue-là, c'est clair que on peut dire d'une certaine manière qu'il y a toujours eu la recherche de ce qu'était le musulman ou l'interlocuteur musulman idéal. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment structuré, et Franck Frégosi le montre très bien dans son dernier livre, qui a toujours structuré l'idée qu'il fallait créer une communauté musulmane. C'est pour ça que moi, fondamentalement, la thèse que je tiens, la communauté musulmane est une création, je dirais, extérieure à la communauté musulmane, en partie quand même avec des acteurs musulmans, est une création élitaire. Et tu le dis très bien, c'est un besoin social et politique de catégoriser, pas forcément en mal, mais de sécuriser, de contrôler. Et voilà. Donc finalement, la République n'a cessé de créer des communautés. On pourrait aussi voir par rapport à toute l'histoire du rapport de la République aux faits juifs, qui a été aussi de l'assimiler, de créer des synagogues qui ressemblent à rien, parce qu'elles ressemblent à des trucs de la Troisième République. Heureusement qu'il y a Florence pour avoir des belles synagogues, ou heureusement qu'il y a des synagogues comme Florence, parce que ça fait plaisir, si je puis dire. Mais il y a des synagogues françaises qui sont étonnamment assimilationnistes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir que c'est une synagogue pour pouvoir savoir que c'est une synagogue, mais là aussi, une République qui effectivement assimile, tout en communautarisant. Et ça, je crois qu'on n'est pas sorti de ça, et on est malheureusement plus sur ça. Et je finirai par la question que tu abordes à la fin, qui est la question de la formation de la classe moyenne et de la classe supérieure. Tu dis, voilà, maintenant, de toute façon, quoi qu'il arrive dans une ville, politique de discrimination, ségrégation spatiale, non-reconnaissance ou demi-reconnaissance, sentiment d'échec du côté des acteurs sociaux, notamment de culture musulmane, malgré tout, il y a de la mobilité. Il y a de la mobilité, et ce que tu dis très bien, et je trouve ça vraiment très intéressant, c'est de la mobilité qui a l'air très individuelle, voire même individualiste, mais qui a une signification sociale énorme, c'est-à-dire par identification. Tiens, un journaliste de France 2 qui est né dans un quartier de Nice, tout le monde le connaît. Hein, il y a le fameux journaliste de Brignoles qui a été un des grands journalistes de France 2 que tout le monde reconnaît. Donc, un avocat qui réussit, mais se met à dire, ben, d'accord, je suis avocat spécialiste peut-être du droit des affaires ou de finances publiques, mais je vais quand même faire un peu de dossier discrimination. Donc, on voit bien que là, il y a quelque chose qui relève à la fois de la mobilité individuelle, de la mobilité individualiste, mais en même temps avec, moi, je dirais plus aujourd'hui, quelque chose aussi que je dis souvent, et que c'est pas du tout un jugement de valeur.
il y a quand même aujourd'hui un sentiment de co-appartenance communautaire qui a progressé par rapport aux années 80. C'est-à-dire que parce que finalement le contexte social, politique français est tellement dur que quelqu'un qui disait moi l'islam j'en ai rien à foutre, moi c'est tous des barbus, je vais plus le voir, finit par te dire je me sens quand même un peu musulman. Donc ça, c'est finalement, là aussi, finalement, la République a créé la communauté musulmane qu'elle craignait de voir apparaître. Hein, et ça, c'est quelque chose de très fort. Moi, je l'ai bien vu parce que j'ai beaucoup travaillé sur les élus dans les années 80-90. C'était pas des islamophobes, hein, les élus. Mais c'est vrai que c'était pas leur truc. Comme on dit, le din, c'était pas le truc. Là, c'est des gens qui ont maintenant mon âge. Ils ont été élus dans les années 80-89. En gros, très très peu étaient pratiquants. Ils avaient du mal à conceptualiser personnellement leur rapport à l'islam. Aujourd'hui, ils se disent musulmans. Hein, ils se disent totalement musulmans, c'est-à-dire en dépit qu'ils peuvent être aussi agnostiques. Donc c'est assez. Et là, c'est quelque chose que tu montres très bien. C'est pour ça que la mobilité sociale et économique prend de plus en plus, tu l'as très bien dit, un sens collectif. Et j'oserais le mot, comme tu le dis, un sens communautaire. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte social. Alors, ça ne veut pas dire communautarisme, ça ne veut pas dire pratique communautaire, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de communautaire dans les pratiques sociales, mais il y a plus de communautaire dans le sentiment d'appartenance à un groupe qui est défini social. Voilà donc ce que j'avais à dire. Et de ce point de vue-là, l'exemple marseillais et niçois sont tout à fait éloquents, même si je dirais qu'à Marseille, la question religieuse a été plutôt pas la question religieuse, non, la question communautaire a été structurante effectivement du rapport des acteurs publics aux populations des quartiers. On est passé de l'assignation ethno-immigrée en fait, ethno-classiste à une assignation ethno-religieuse tournant des années 2000. Elle est flottante. Ça, c'est quelque chose aussi que je veux dire, c'est-à-dire que on percevait, de faire 30 ans de Marseille, c'est de faire, bon, quand même beaucoup plus recommandable que Jacques Médecin, par ailleurs. Hein, donc Gaston Defferre, c'est quand même un des rares maires, même s'il était un des leaders de la SFIO, c'est le seul parlementaire français qui a condamné le 17 octobre 61, qui a dénoncé, qui a fait une commission parlementaire, qui a demandé une commission parlementaire pour les 100 personnes mortes dans la Seine. C'est le seul qui a été victime d'un attentat de l'OS, bien qu'après il est devenu une politique pro-pied noir, il a failli être assassiné à Paris par l'OS. Bon, donc il était SFIO, il était pro-israélien aussi, mais il avait aussi quand même une partie très complexe. Voilà, c'est les hommes de la Troisième République passés à la Quatrième, très très complexes dans leurs sentiments. Mais tout simplement dire qu'à ce niveau-là, oui, je me suis perdu, mais ce que je voulais dire à ce niveau-là, effectivement, il y a une réelle mobilité sociale et il y a une réelle mobilité sociale de plus en plus qui se fait dans un sens collectif et communautaire et qui aussi, je dirais, est prise en compte par les politiques, mais avec des référents identitaires très complexes. Par exemple, le référent immigré et descendant de l'immigration dominant dans les années 70, 80, même 90, a été remplacé au tournant à 2000 par le référent musulman. Mais par exemple, il y a quelque chose qui revient à Marseille, qui fait un débat ces derniers jours, et je vais être malheureusement obligé d'écrire quelque chose, c'est le référent algérien, qui aujourd'hui, Samia Ghali, qui vient d'accuser, Samia Ghali, donc ancienne sénatrice socialiste, qui vient d'accuser le candidat de LFI que c'est un faux Algérien. Donc elle a dit c'est un faux Algérien, donc de Le Glo, parce qu'il a dit je suis d'origine algérienne. Effectivement, ses parents sont pieds noirs. Et donc, pour le délégitimer à Marseille, dans une élection, elle est quand même membre du parti Squad. Pas les plus membres du parti, mais elle est quand même sur la liste du maire. Elle dit je vais débusquer les faux Algériens. Donc en gros, elle utilise son algérianité et presque une conception puritaine ou de son algérianité pour discréditer le candidat LFI. Toi, t'es pas un vrai communautaire. Moi, je suis plus communautaire, Samia Ghali. Donc, on voit bien qu'ici, même le Parti socialiste ou même les héritiers du système clientéliste Guérini, bah, si t'es pas un vrai Algérien, bah, tu peux pas vraiment être adjoint au maire de Marseille. Voilà. Bon, merci beaucoup Vincent et Barthélémy. On était très contents avec l'IREL de vous accueillir.